Je suis Heather, j'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a décidé à m'effacer de cette famille, de façon permanente. Imaginez la scène. Une salle de bal de country club étincelante, 200 invités en costume de créateur et robe de cocktail, le champagne coulant à flot. Mon père se tenait sur scène, micro en main, présentant sa famille un par un. Quand il est arrivé à moi, il a souri de ce sourire que j'avais vu 1000 fois, celui qui semblait chaleureux pour tout le monde, mais qui coupait comme du verre. Et voici ma fille, Heather, a-t-il dit. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, levé ma coupe de champagne, et dit « Santé ». C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis sorti. La pièce est devenue complètement silencieuse. Que s'est-il passé ensuite? C'est ce que je suis ici pour vous raconter. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir comment cette histoire se termine. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 12 ans en arrière, au jour où j'ai été forcé de quitter l'université. La famille Evans de Fairfield, Connecticut. C'est ainsi que nous étions connus. Classe moyenne supérieure, respectable. Mon père, Richard Ivan, était PDG d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Nous avions une maison coloniale de 6 chambres sur un terrain d'1 hectare, une Mercedes classe S dans l'allée, et une adhésion au country club le plus exclusif du comté. De l'extérieur, nous semblions parfaits. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer, rapide et brutal. Je me souviens à peine de son visage sans regarder des photos, mais je me souviens de ses mains, douces, cherchant toujours les miennes. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié, avec Linda. Elle est arrivée avec un fils de son précédent mariage, Marcus, de 3 ans mon aîné. En quelques mois, ils n'étaient pas seulement une partie de notre famille. Ils étaient la famille. Je suis devenu un meuble. Pas de façon dramatique, vous comprenez? Pas d'abus à la Cendrillon, juste l'invisibilité. Marcus recevait les éloges pour ses notes. Les miennes étaient ignorées. Marcus a eu la voiture neuve à 16 ans. J'ai eu celle dont il ne voulait plus. Marcus était l'avenir de l'entreprise. J'étais aussi là. Mon père ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais crié dessus. Il regardait juste à travers moi, comme si j'étais une fenêtre. Il essayait de voir au-delà. Mais il y avait une personne qui me voyait. Ma grand-mère, Margaret Ivan, la mère de mon père. Elle m'appelait chaque dimanche, me posait des questions sur mes cours, mes amis, mes rêves. Elle disait des choses comme « Tu me rappelles moi-même à ton âge, Heather. » Sous-estimé, mais je te vois. Elle m'a laissé quelque chose quand elle est morte. Quelque chose que personne dans la famille ne savait. Mais je m'avance un peu trop. Dans cette famille, j'ai appris à devenir invisible. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'invisibilité deviendrait ma plus grande arme. Le jour où mon avenir a été décidé pour moi, j'avais 20 ans. 2e année à UConn, majeur en commerce, moyenne de 3,8. J'avais des projets, des rêves, une demande de bourse posée sur mon bureau pour un programme d'été à Londres. Mon père m'a rappelé à la maison un mercredi. Réunion de famille, a-t-il dit. Ces 2 mots n'avaient jamais rien signifié de bon. Je l'ai trouvé dans son bureau. Bureau en acajou, chaise en cuir, mur tapissé de récompenses et de certificats. Linda se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, solidaire, unie. Heather, a commencé mon père, sans lever les yeux de ses papiers. Nous devons faire des sacrifices en tant que famille. Marcus a été accepté au programme MBA de Wharton. C'est une opportunité incroyable. Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je savais déjà où cela menait. Nous ne pouvons pas nous permettre à la fois tes frais de scolarité et son programme, a-t-il continué. Donc, nous avons décidé que tu feras une pause dans tes études, juste pour l'instant. La carrière de Marcus profitera à toute la famille. Linda a hoché la tête, sa voix douce comme le miel. Une fille n'a pas besoin d'un MBA pour avoir une belle vie, Heather. Tu trouveras un bon mari un jour. C'est ça qui compte vraiment.
Je suis restée assise là, figée. Non pas parce que j'étais surprise. J'avais passé 12 ans à apprendre à ne pas être surprise, mais parce qu'une petite partie stupide de moi avait encore espéré. Tu avais dit que tu soutiendrais mes études, me suis-je entendu dire. Tu l'as promis à maman avant qu'elle ne meure. La mâchoire de mon père s'est serrée. Les circonstances changent. Quand l'entreprise se stabilisera, je me rattraperai. Il ne l'a jamais fait. Ce que j'ai découvert plus tard, grâce au lapsus d'un cousin, c'est qu'il y avait plein d'argent. Ils ont juste choisi de ne pas le dépenser pour moi. Je n'ai pas discuté ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. C'était la dernière fois que je laisserais quelqu'un d'autre décider de ma valeur. J'ai déménagé à Boston avec $2000 d'économie, et une valise de vêtements qui ne correspondait pas à la vie que je laissais derrière moi. Mon premier appartement était un studio de 37 mètres carrés au-dessus d'une laverie à Holston. Le radiateur claquait toute la nuit. Les murs étaient assez fins pour entendre la télé de mes voisins. Je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner, et des bagels de la veille du café où je travaillais le matin. Mais voici le truc avec le fond du trou, on ne peut pas tomber plus bas. J'ai obtenu un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise de logistique. Niveau débutant, salaire minimum, plus avantages. Le propriétaire, un homme bourru nommé Walter Barnes, a vu quelque chose en moi que ma famille n'avait jamais vu. Tu as un cerveau, Heather, m'a-t-il dit un jour. Utilise-le. Alors je l'ai fait. Je suis resté tard. J'ai appris chaque système, chaque processus. J'ai suivi des cours en ligne gratuits le soir, gestion de la chaîne d'approvisionnement, opérations, principes fondamentaux de l'entreprise. Le MIT OpenCourseWare est devenu mon université. Je n'ai pas appelé à la maison, je n'ai pas demandé un seul dollar. Quand la secrétaire de mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de $50 de la part de la famille, je l'ai déchiré et je l'ai jeté. 4 ans après avoir quitté le Connecticut, j'avais économisé assez pour lancer mon propre cabinet de conseil, Meridian Consulting, LLC. Juste moi, un ordinateur portable, et un bureau loué dans un espace de coworking. J'ai gardé mon nom en dehors de tout ce qui était public. Pas de profil LinkedIn, pas de communiqué de presse. Toutes les affaires passaient par le nom de l'entreprise et mon avocat. Pourquoi ce secret? Parce que je connaissais ma famille. S'ils découvraient que je réussissais, ils trouveraient un moyen de s'en attribuer le mérite ou de tout détruire. Certaines personnes construisent des empires pour prouver leur valeur. J'ai construit le mien dans le silence, parce que le silence était la seule langue que ma famille m'ait jamais enseignée. Grand-mère Margaret est morte il y a 2 ans, quand j'avais 30 ans. J'ai pris l'avion pour le Connecticut pour les funérailles, je me suis assise au dernier rang, j'ai regardé mon père prononcer un éloge funèbre sur une femme remarquable qui avait consacré sa vie à la famille. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. À la réception, je suis resté à l'écart. Personne n'a semblé remarquer que j'étais là, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une avocate dont je n'avais jamais entendu parler. Eleanor Smith, d'un cabinet de Boston spécialisé dans la planification successorale. Mademoiselle Ivan, je représente la succession séparée de votre grand-mère. Elle a établi un fonds fiduciaire à votre nom il y a 8 ans, avec des instructions explicites pour qu'aucun autre membre de la famille ne soit informé de son existence. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le trust contenait $800 000. Elle a laissé une lettre pour vous aussi, a continué Eleanor. Voulez-vous que je la lise? J'ai dit oui, bien que ma voix ne semblât pas être la mienne. Ma très chère Heather, a lu Eleanor. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais pour les frais de scolarité, les promesses, tout ça. J'ai argumenté avec ton père jusqu'à ce que je n'ai plus de mots. Il ne voulait pas écouter. Il ne le fait jamais. Cet argent est à toi. Sans attache, sans condition. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites, la vie qu'ils ont essayé de te prendre. Rappelle-toi ce que je t'ai toujours dit. Ne laisse personne dire que tu n'es pas digne. Quand ils verront enfin ta valeur, il sera trop tard pour eux. Je crois en toi. Je l'ai toujours fait. Tout mon amour, grand-mère Margaret. J'ai utilisé une partie de cet argent pour développer Meridian Consulting. Le reste,
je l'ai gardé comme assurance pour un jour que j'espérais ne jamais voir arriver, mais dont j'ai toujours su qu'il pourrait survenir. Ce jour est arrivé il y a 3 semaines. Laissez-moi vous parler de Meridian Consulting aujourd'hui. 15 employés, 4 millions de revenus annuels. Des bureaux à Back Bay, Boston. Le genre d'adresse qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je porte du quartier maintenant, non pas parce que j'ai besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que j'ai gagné chaque pièce moi-même. Nous nous spécialisons dans l'optimisation logistique, aidant les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts, améliorer l'efficacité. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est rentable, et je suis doué pour ça. Voici la partie qui vous ferait rire si ce n'était pas si douloureusement ironique. L'un de nos plus gros clients est Yvan Logistique, l'entreprise de mon père. Ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec nous il y a 3 ans. Nous gérons l'optimisation de leurs itinéraires, la gestion des entrepôts, le conseil, et les négociations avec les transporteurs. Le contrat vaut environ 40% de leur revenu annuel en économies opérationnelles. Mon père n'en a aucune idée. Toutes les communications passent par mon équipe. Tous les contrats sont signés par mon directeur financier, Daniel Reeves. Les quelques fois où Richard Yvan a fait l'éloge de Meridian Consulting lors d'événements de l'industrie, il faisait l'éloge du travail de sa propre fille. La fille dont il disait à tout le monde qu'elle ne valait rien. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une invitation formelle à sa fête de départ à la retraite. Lettrage doré en relief. Richard Yvan sollicite le plaisir de votre compagnie. J'ai failli la jeter. Failli. Mais ensuite j'ai pensé à grand-mère Margaret, à 12 ans de silence, à chaque promesse brisée et chaque porte fermée à mon nez. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais une réconciliation, non pas parce que j'espérais que les choses avaient changé. J'y suis allé parce que je savais, avec une certitude absolue, que mon père ferait quelque chose d'impardonnable, et quand il le ferait, je voulais être là pour dire au revoir selon mes propres termes. Je ne savais juste pas à quel point j'aurais raison. Le Fairfield Country Club n'a pas changé en 30 ans. Même lustre Swarovski, même service de voiturier prétentieux, même foule de vieil argent et de nouvelles ambitions prétendant qu'ils vont bien ensemble. Je portais une robe Valentino noire, simple, élégante, chère. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, une montre Cartier, un sac Hermès Birkin. Tout ce que je possédais, je l'avais acheté moi-même. Cela comptait plus pour moi que les marques. Linda m'a intercepté à l'entrée. Elle avait vieilli, mais son sourire non. Toujours ce masque parfait de chaleur qui cachait quelque chose de plus froid en dessous. Sa robe était du Chanel. Ses diamants étaient gros, et ses yeux ont fait un inventaire rapide de ma tenue avant qu'elle ne parle. Heather, tu es venue. Son ton suggérait que c'était une surprise agréable et un inconvénient mineur. Ton père n'était pas sûr que tu aurais quelque chose d'approprié à mettre. J'ai souri. Comme c'était attentionné de sa part de s'inquiéter. À l'intérieur, 200 invités se mêlaient sous la lumière des cristaux. Le gratin des affaires du Connecticut, banquiers, avocats, dirigeants, politiciens. J'ai reconnu certains visages des vieux dîners de mon père. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Marcus est passé devant moi avec une blonde mince comme un mannequin à son bras, sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Il racontait à quelqu'un sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Du Marcus classique. Tout en confiance, aucune substance. J'ai trouvé ma place assignée. Table 14, le coin le plus éloigné près de l'entrée de service, avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Pas la table familiale, même pas proche. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai noté. Un serveur a offert du champagne. Dom Pérignon, rien que le meilleur pour la grande soirée de Richard Yvan. J'ai pris un verre. À travers la pièce, j'ai croisé le regard de mon père. Il a hoché la tête une fois, un rejet déguisé en reconnaissance, puis s'est retourné vers ses vrais invités. La soirée ne faisait que commencer, et j'avais une place au premier rang pour assister au mépris de ma propre famille. J'ai appris au fil des ans que les meilleures informations viennent quand on reste silencieux et qu'on garde les oreilles ouvertes. De ma table en coin, j'ai observé et écouté. L'acoustique dans cette salle de bal portait les conversations mieux que les gens ne le réalisaient. Mon père tenait la cour près du bar, entouré d'associés d'affaires. Je l'ai entendu mentionner la restructuration opérationnelle et les partenariats stratégiques, le jargon standard des dirigeants.
Mais ensuite. Meridian Consulting a été transformateur pour nous, disait-il à un homme aux cheveux argentés que j'ai reconnu comme un grand dirigeant du transport maritime. C'est la colonne vertébrale de nos opérations maintenant. Celui qui dirige cette entreprise est un génie. L'autre homme a hoché la tête. J'essaie d'obtenir une réunion avec eux depuis des mois. Opération très privée. Savez-vous qui est derrière? Mon père a haussé les épaules. Jamais rencontré personnellement. Tout passe par leur équipe juridique et leur gestionnaire de compte, mais honnêtement, je me fiche de qui ils sont tant qu'ils continuent à fournir des résultats. J'ai bu une gorgée de champagne pour cacher mon sourire. Mon téléphone a vibré. Un texto de Daniel, mon directeur financier. Les documents de renouvellement de contrat d'Ivan Logistique sont arrivés aujourd'hui. Ils veulent 5 ans de plus. J'attends ta décision. J'ai répondu, j'aurai une réponse d'ici la fin de la semaine. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que le contrat de Meridian avec Ivan Logistique arrivait à échéance. Si nous partions, ils perdraient 40% de leur efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas juste un inconvénient. C'est une condamnation à mort. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi voulait garder la relation professionnelle séparée de la toxicité personnelle. Mais en regardant mon père se prélasser dans les éloges pour le succès de son entreprise, un succès construit en partie sur mon travail, j'ai senti quelque chose changer. Ce soir déterminerait tout. J'avais besoin de remplir ma coupe de champagne. Ou peut-être que j'avais juste besoin de bouger pour secouer l'étrange énergie qui s'accumulait dans ma poitrine. Au bar, je suis tombé sur le peloton d'exécution de la famille élargie. Tante Suzanne, la jeune sœur de Linda, m'a repéré la première. Son visage a fait ce truc où la surprise devient pitié, puis condescendance, en environ une demi-seconde. Heather, oh mon Dieu, je t'ai à peine reconnu. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air bien. Toujours là-haut à Boston à faire quoi que ce soit que tu fasses. Conseil, ai-je dit. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oh, comme c'est gentil. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que je lui avais dit que je collectionnais les capsules de bouteilles. Tu vois quelqu'un? Ton père a mentionné que tu es toujours célibataire. 32 ans, c'est ça? Le temps file. Avant que je puisse répondre, oncle David s'est joint à nous. Richard me disait justement, tu es encore en train de chercher ta voie. Il n'y a rien de mal à être un épanouissement tardif. Je suppose que tout le monde n'est pas fait pour le succès traditionnel. J'ai réalisé avec une froide clarté ce qui s'était passé. Mon père les avait briefés, leur avait donné des éléments de langage sur la déception familiale, établi le récit avant même que j'arrive. Richard a dit que tu as eu quelques difficultés émotionnelles après avoir quitté l'école, a continué tante Suzanne, baissant la voix d'un air conspirateur. Des problèmes de santé mentale. C'est si courageux de ta part de venir ce soir malgré tout. J'ai senti ma prise se resserrer sur ma coupe de champagne. Pas à cause de la blessure. J'avais dépassé cela depuis longtemps. Mais à cause de la pure audace. J'apprécie l'inquiétude, ai-je dit, gardant ma voix stable. Mais je vais très bien, en fait. Mieux que je ne l'ai jamais été. Ils ont échangé des regards. Le genre qui dit, la pauvre ne sait même pas à quel point elle est tombée bas. Je me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais un plan se formait dans mon esprit. Froid, clair, inévitable. Marcus m'a trouvé sur la terrasse, regardant le terrain de golf. L'air de septembre était frais, et les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Tiens, sa voix venait de derrière moi, lourde de mépris. La fille prodigue. Je ne me suis pas retourné. Marcus. Il s'est avancé à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Tom Ford, probablement un cadeau de notre père. Papa est sur le point de faire son discours. Je voulais m'assurer que tu ne prévoyais aucune scène dramatique. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as toujours été jalouse. Il l'a dit comme si c'était un fait établi. La façon dont tu es parti en trombe après la décision sur les frais de scolarité, la façon dont tu as disparu à Boston comme une sorte d'animal blessé. Tu ne t'en es jamais remise. Là, je me suis tourné, j'ai regardé mon demi-frère dans son costume à $5000, sa Rolex,
ses cheveux parfaitement coiffés. C'est ce que tu te racontes? Ses yeux se sont durcis. J'ai entendu dire que tu as lancé une sorte d'entreprise là-haut, jouant à la femme d'affaires. Il a ri, un rire court et cruel. Combien de temps avant que ça échoue? 6 mois? 1 an? Ensuite, tu reviendras en rampant, suppliant papa pour de l'aide. Je ne le ferai pas. Tu le feras. Tu le fais toujours. Tu es faible, Heather. Tu l'as toujours été. J'aurais pu lui parler de Méridian à ce moment-là, du contrat, de la façon dont le succès de sa précieuse entreprise était construit sur le travail de la sœur qu'il rejetait, mais je ne l'ai pas fait, parce que certaines révélations ont besoin de la bonne scène. Tu sais quoi, Marcus? Tu peux croire ce qui te fait te sentir mieux. J'ai commencé à passer devant lui. Mais je te promets ceci, après ce soir, tu vas souhaiter m'avoir traité différemment. Son rire m'a suivi à l'intérieur, méprisant, arrogant. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Aucun d'eux ne le savait. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Un projecteur a frappé la scène. Mon père a monté les marches sous un tonnerre d'applaudissements. Le héros conquérant de la logistique du Connecticut, tirant sa révérence finale. Merci. Merci, a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur exercée qu'il avait perfectionnée au fil des décennies. 40 ans dans ce métier. Ça a été une sacrée aventure. Rire, plus d'applaudissements. Il a commencé son discours en remerciant les partenaires, les employés, les mentors, remerciant Dieu, remerciant la chance, s'attribuant le mérite de tout. Puis est venu le segment famille. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans mon incroyable épouse, Linda. Il a fait un geste vers sa table. 30 ans à supporter mes nuits tardives et mes voyages d'affaires. Tu es une sainte. Plus d'applaudissements. Linda a tamponné ses yeux parfaitement au bon moment. Et mon fils Marcus, qui prendra la relève en tant que PDG dès janvier. Richard rayonnait de fierté. L'avenir d'Ivan Logistique. Je ne pourrais pas être plus fier. Ovation debout. Marcus s'est levé, a fait un signe de la main. L'image de la royauté d'entreprise. Puis les yeux de mon père m'ont trouvé, et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de méchant. Et bien sûr, ma fille Heather. Le projecteur a basculé vers ma table. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Pas de diplôme, pas de vraie carrière, elle vit juste au crochet de la famille. Il a fait une pause pour l'effet comique. Mais bon, au moins elle s'est présentée ce soir. Peut-être qu'un jour elle trouvera un mari riche pour s'occuper d'elle. La salle a éclaté de rire. De vrais rires. Le genre qui vient de gens qui pensent être dans la confidence d'une blague, ne réalisant pas qu'ils regardent de la cruauté déguisée en comédie. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu que les rires s'estompent. Et puis je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse alors que je me levais. Je pouvais sentir chaque œil sur moi. Certains curieux, certains compatissants, certains se préparant déjà à assister à une dépression nerveuse. La fille instable craquant enfin sous la blague inoffensive de son père. J'ai pris ma coupe de champagne lentement, délibérément. Le sourire de mon père a vacillé juste légèrement. Il ne s'était pas attendu à ce que je réagisse. Je ne le faisais jamais. J'étais censé rester assise là et encaisser comme je l'avais toujours fait. J'ai soulevé la coupe vers lui. Félicitations pour ta retraite, papa. Ma voix était claire, stable, assez forte pour que chaque microphone dans la pièce la capte. 40 ans dans les affaires. Un sacré accomplissement. J'ai fait une pause. Tu m'as appris beaucoup sur le travail acharné, sur le sacrifice, et sur exactement quel genre de loyauté la famille peut attendre de toi. Le silence était absolu maintenant. Je pouvais entendre la glace de quelqu'un teinter dans son verre 3 tables plus loin. Alors, à la tienne. J'ai levé mon champagne plus haut. Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai posé le verre sans boire. Puis, j'ai pris mon sac Birkin, je me suis tourné, et j'ai marché vers la sortie. Mes talons Louis Vuitton claquaient contre le parquet, le seul son dans cette salle caverneuse. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas dépêché, j'ai juste marché,
la colonne vertébrale droite, la tête haute. Derrière moi, le silence. Un silence complet, total, dévastateur. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais surtout, il y avait juste l'écho de mes pas et 200 personnes essayant de comprendre ce dont elles venaient d'être témoins. La fille, qui était censée être brisée, venait de partir selon ses propres termes. J'ai poussé les doubles portes et je suis entré dans la nuit. Et pour la première fois en 12 ans, je pouvais respirer. J'étais presque à ma voiture, une Tesla Model S, plaque personnalisée noire indiquant MRDN1, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Heather, arrête-toi là tout de suite. La voix de Linda, perçante et furieuse. J'ai continué à marcher. Qu'est-ce que tu penses faire? Elle a attrapé mon bras, me faisant pivoter. Son visage était rouge sous les lumières du country club. Son calme prudent s'était fissuré. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Tu as humilié ton père devant tout le monde? J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle l'enlève. Je l'ai humilié, ai-je demandé doucement. Je pense que tu as inversé les rôles. Mon père est apparu derrière elle, son visage un nuage d'orage. 200 invités regardaient probablement par les fenêtres. Il en était conscient. Je pouvais le voir calculer. Retourne à l'intérieur, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Excuse-toi maintenant. Non. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Ce n'est pas une négociation, Heather. Je suis ton père. Je te dis. Tu me dis quoi? Je l'ai coupé. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Que je devrais retourner là-dedans et te laisser continuer à m'utiliser comme ta chute de blague. Que je devrais sourire pendant que tu dis à 200 personnes que je ne vaux rien. C'était une blague. C'était la vérité sur la façon dont tu me vois, et j'ai fini de faire semblant du contraire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mon père s'est avancé. Si tu pars maintenant, tu es fini. Tu me comprends? Plus de famille, plus de soutien, rien. J'ai presque ri. Papa, tu m'as coupé les vivres il y a 12 ans. Tu n'as juste pas eu le courage de le dire à voix haute. Je me suis glissé sur le siège conducteur. Ce soir, je le dis pour nous deux. J'ai démarré le moteur. Adieu. Et j'ai démarré. Je me suis arrêté sur une aire de repos à environ 20 minutes de Fairfield et je me suis assise dans ma voiture, moteur au ralenti, les mains toujours sur le volant. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. D'accord, laissez-moi sortir de l'histoire une seconde pour vous parler directement. Je sais que certains d'entre vous qui regardent ceci ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas une fête de retraite, peut-être pas 200 témoins, mais ce sentiment d'être la déception de la famille, celle dont on parle en chuchotant, celle dont ils refusent de voir le succès. Je sais que vous comprenez. Si vous vous êtes déjà assis à une réunion de famille pendant que quelqu'un faisait de vous la chute d'une blague, si vous avez déjà souri à travers la douleur parce que faire une scène ne ferait que leur donner raison. Si vous avez déjà aimé des gens qui vous faisaient sentir invisible, cette histoire est pour vous. Alors, voici ce que je demande. Si tout cela résonne en vous, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire, ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Parce qu'honnêtement, savoir que je ne suis pas seul là-dedans, cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la partie suivante est là où tout change, assurez-vous d'être abonné, appuyez sur cette cloche, parce que ce que mon père a découvert dans les semaines qui ont suivi cette fête. Eh bien, disons simplement qu'il a appris exactement à quel point il avait tort à mon sujet. Maintenant, retour à l'histoire. Le lendemain matin de la fête, je me suis réveillé dans mon appartement de Boston en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne lâchent pas prise aussi facilement. Ils essaieraient de contrôler le récit, de déformer l'histoire, de faire de moi la méchante. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais quelque chose dont ils ne pouvaient pas se sortir par une pirouette. Laissez-moi vous raconter la semaine qui a suivi. Cela a commencé par des SMS. Pas de mon père. Il était trop fier pour ça. Mais de cousins, tantes, amis de la famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement très inquiets pour mon état mental. Heather, j'ai entendu parler de la fête.
Ton père dit que tu es en difficulté. As-tu besoin d'aide? Suzanne m'a dit que tu as fait une sorte de dépression. Nous nous inquiétons tous pour toi, ma chérie. Ton père t'aime. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. Peut-être devrais-tu t'excuser et rentrer à la maison. Le récit était déjà en cours d'écriture. La pauvre Heather, instable, jalouse, a eu une sorte de crise à la fête. Richard Ivan, père patient et aimant, faisant de son mieux avec une fille à problème. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Puis est venu l'appel le plus intéressant. Mon téléphone a sonné mardi après-midi. Un numéro du Connecticut que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Mademoiselle Ivan, c'est James Crawford. Je suis associé chez Ivan Logistique. La voix était polie, professionnelle. J'appelle de la part de Richard, il aimerait discuter de la réparation des pots cassés. Vraiment? Entre vous et moi, il y a eu des bavardages inquiétants sur votre lien avec certains partenaires commerciaux. Des rumeurs? Probablement rien. Mais Richard a pensé qu'il serait bon de dissiper le malaise. J'ai eu froid. Rumeurs? Partenaires commerciaux? Ils allaient à la pêche aux infos. Quel genre de rumeurs, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Oh, quelque chose à propos de nos partenaires de conseil chez Meridian. Quelqu'un a cru vous avoir vu à leur bureau une fois. Je suis sûr que c'est un malentendu. Mon esprit s'est emballé. Comment? Qui m'avait vu, et quand? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, dites à mon père que je n'ai rien à discuter avec lui. J'ai raccroché. Il se rapprochait, plus près que je ne l'avais réalisé. Il était temps d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Pendant que je gérais les SMS inquiets à Boston, mon père faisait face à un autre type de crise dans le Connecticut. J'ai appris plus tard, bien plus tard, ce qui s'était passé dans cette salle de réunion. Richard Ivan était entré dans ce qui aurait dû être une réunion trimestrielle de routine. Au lieu de cela, son directeur financier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous avons un problème avec Meridian Consulting, a dit le directeur financier, faisant glisser un dossier sur la table en acajou. Leur contrat arrive à échéance dans 6 mois. Ils n'ont pas répondu à notre offre de prolongation. Richard a froncé les sourcils. Alors, envoyez une autre offre. Augmentez les termes s'il le faut. Nous avons essayé 3 fois. Leur équipe juridique dit juste en cours d'examen. Alors appelez leur dirigeant directement. Nous avons essayé ça aussi. Le directeur financier s'est agité, mal à l'aise. Monsieur, Meridian Consulting est extrêmement privé. Personne ne rencontre leur direction. Tout passe par des intermédiaires. Un long silence. S'ils nous quittent, a continué le directeur financier, nous perdons 40% de notre efficacité opérationnelle du jour au lendemain. Il faudrait au moins 18 mois pour trouver un remplaçant, et c'est optimiste dans ce marché. Je sais ce que ça signifie, a claqué Richard. Il a fixé le dossier. Quelque chose le tracassait. Le timing, le silence, le fait que cela se produisait juste après. Trouvez qui possède cette entreprise, a-t-il dit. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Je veux un nom d'ici la fin de la semaine. Ce que Richard ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'était que le nom qu'il cherchait était déjà sur son arbre généalogique. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Linda. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Heather, ma chérie. Sa voix était faite de miel et de sucre. La performance d'une vie. J'ai été si inquiète pour toi. Vraiment? Bien sûr. Tu es de la famille. C'est ce que fait la famille. Elle a ri doucement comme si nous partagions une blague privée. Écoute, à propos de la fête, ton père se sent terriblement mal. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Tu sais comment il est. Il était nerveux, essayant d'être drôle. Il a dit que je n'avais pas d'avenir et aucune valeur devant 200 personnes. Il exagère quand il est anxieux. Tu le sais. Linda a fait une pause, recalibrant. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison ce week-end? On pourrait dîner. Juste nous 4. Dissiper le malaise. Repartir à zéro. Je pouvais l'imaginer assise dans ce salon immaculé, répétant cet appel,
planifiant exactement sur quel bouton appuyer. La mère inquiète, la pacificatrice, le pont entre la fille à problème et le père blessé. Est-ce que papa veut s'excuser, ai-je demandé. Une légère hésitation. Il veut aller de l'avant. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Donc, pas d'excuses. Heather, ne sois pas difficile. Nous essayons de t'aider. M'aider? Maintenant? J'ai ri. Linda, tu as passé 22 ans à t'assurer que je savais que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Maintenant tu appelles pour m'aider. Pourquoi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je pense que nous savons toutes les deux qu'il se passe plus de choses ici que juste un drame familial, a-t-elle dit, sa voix perdant sa chaleur. Quoi que tu prévois, et je sais que tu prévois quelque chose, ce serait mieux pour tout le monde si tu rentrais simplement à la maison et qu'on en parle. Non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il savait quelque chose. Il ne savait juste pas encore à quel point il devait avoir peur. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau d'Eleanor Smith dans le centre de Boston. Eleanor avait été l'avocate de ma grand-mère, et depuis que le fonds fiduciaire était devenu le mien, son bureau était élégant et efficace. Vert et acier, vu sur la ligne d'horizon de Boston, le genre d'endroit où les affaires sérieuses se traitaient. Je vous attendais, a-t-elle dit quand je suis entré. Je suppose que c'est à propos d'Ivan Logistique. Ils enquêtent sur Meridian, essayant de découvrir qui en est le propriétaire. Eleanor a hoché la tête, sans surprise. Votre anonymat allait toujours être temporaire. La question est, comment voulez-vous que cela se déroule? Elle a étalé des documents sur son bureau. Le contrat Meridian avec Ivan Logistique, chaque clause, chaque terme de renouvellement, chaque disposition de sortie, les documents du fonds fiduciaire, les papiers de la société. Votre contrat inclut un préavis de résiliation standard de 30 jours, a dit Eleanor, pointant la section pertinente. Vous pouvez mettre fin à l'accord pour n'importe quelle raison. Pas de pénalité, pas d'exposition légale. Et le trust de ma grand-mère est complètement séparé de la succession de la famille Ivan, légalement inattaquable. Richard n'a aucun droit dessus, même s'il essayait de contester. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Margaret s'en est assurée. J'ai fixé les papiers. Tout était en ordre. Tout était légal. Chaque thé barré, chaque i pointé. Qu'est-ce que ma grand-mère a dit à propos de tout ça quand elle a mis en place le trust? Eleanor a souri tristement. Elle a dit, un jour, Heather aura besoin d'un levier, et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'ait. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Grand-mère Margaret, me protégeant même depuis la tombe. Elle a aussi dit autre chose, a ajouté Eleanor. Dites-lui de ne pas être cruel à ce sujet. Juste honnête. Parfois, la vérité est une punition suffisante. J'ai hoché la tête. Ce serait la vérité. Puis cet après-midi-là, je me suis assise avec Daniel Reeves, mon directeur financier, dans la salle de conférence de Meridian. Daniel était avec moi depuis la 2e année. Il savait tout sur ma famille, sur Ivan Logistique, sur pourquoi j'avais gardé mon nom hors des papiers. Il était loyal, compétent, et la chose la plus proche que j'avais d'un véritable allié. Ils veulent renouveler le contrat, a-t-il dit, faisant défiler sa tablette. 5 ans de plus, ils augmentent même les termes de 12%. Ils sont nerveux. Ils devraient l'être. J'ai affiché les projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire dévastatrice. Si nous partions, Ivan Logistique perdait 40% de son efficacité opérationnelle en 60 jours. En logistique, ce n'est pas une baisse, c'est une chute libre. Leurs clients commenceraient à chercher ailleurs. Leur marge s'effondrerait. Daniel a hoché la tête. Marcus vient de prendre la relève en tant que PDG. Si cela arrive sous sa garde, sa réputation est finie avant de commencer. Nous sommes restés avec ça un moment. C'était surréaliste, de détenir autant de pouvoir sur des gens qui avaient passé des décennies à me faire sentir impuissante. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Daniel. J'y pensais depuis des jours, aux mots de grand-mère Margaret, à la vengeance contre la vérité, à quel genre de personne je voulais être. Rédige la lettre de résiliation, ai-je dit finalement. Préavis de 30 jours selon les termes du contrat.
Pas de malveillance, pas d'accusation, juste les affaires. Et la raison? Repositionnement stratégique. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir officiellement. J'ai fait une pause. Mais je vais aussi écrire une lettre personnelle à mon père. Enveloppe séparée. Il mérite de savoir exactement de qui il dépendait, et exactement pourquoi cela se termine. Daniel a hoché la tête. Quand veux-tu l'envoyer? Lundi. À la première heure. Plus d'attente. Plus de cachette. J'ai passé tout mon dimanche à écrire cette lettre, pas l'avis de résiliation officielle, Daniel a géré ça, le langage professionnel, les dispositions légales, l'explication clinique de la restructuration du portefeuille client qui irait dans le dossier, mais la lettre personnelle. La vérité. Je suis passé par 7 brouillons. Le premier était trop en colère, des pages d'accusation, chaque blessure cataloguée et condamnée. Le deuxième était trop froid. Le troisième était trop désespéré. La version finale était simple, propre, factuelle. Cher papa. Tu as dit que je n'avais pas d'avenir. Tu as dit à 200 personnes que je ne valais rien. Je veux que tu saches quelque chose. L'entreprise que tu as appelée la colonne vertébrale d'Ivan Logistique, Meridian Consulting, est à moi. Je l'ai construite. Je la possède. Pendant 3 ans, la fille que tu as rejetée a été une pierre angulaire de ton entreprise. Je mets fin à notre contrat non pas par vengeance, mais comme une limite. Grand-mère Margaret m'a laissé un fonds fiduciaire que tu n'as jamais connu. Elle a vu ce que tu ne pouvais pas voir, que je valais la peine d'investir. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même avec sa foi et sans ton soutien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne suis pas ce que tu as dit que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Ne me contacte plus jamais. Heather Margaret Ivan. J'ai inclus mon deuxième prénom délibérément, le nom que j'avais ajouté il y a 3 ans en l'honneur de la seule personne de ma famille qui avait cru en moi. J'ai aussi inclus une photocopie des papiers d'incorporation de Meridian. Mon nom en tant que propriétaire unique clairement visible. J'ai lu la lettre 3 fois, vérifié les fautes de frappe, vérifié l'émotion excessive, n'en ai trouvé aucune, juste la vérité. Parfois, je pensais que c'était l'arme la plus dévastatrice de toutes. Lundi 9h. Confirmation du courrier. Le paquet était arrivé au siège d'Ivan Logistique. Une certaine Patricia Chen avait signé pour le recevoir. L'assistante exécutive de Richard. Je me souvenais d'elle depuis l'enfance. Je me suis assise dans mon bureau, regardant mon téléphone, attendant. 10h15. Appel manqué de Richard Ivan. 10h17. Appel manqué de Richard Ivan. 10h23. Appel manqué de Marcus Ivan. 10h31. Appel manqué de Linda Ivan. 10h45. Appel manqué de Richard Ivan. 11h02. SMS de Richard, appelle-moi maintenant. 11h15. SMS de Marcus, c'est quoi ce bordel? Appelle-nous. 11h34. SMS de Linda, Heather, ce n'est pas drôle. Décroche ton téléphone. À midi, j'avais 12 appels manqués, 8 SMS, et 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'avais attendu 12 ans pour ce moment. Il pouvait attendre quelques heures de plus. À 14h, mon assistante a frappé à ma porte. Mademoiselle Ivan, il y a une famille qui dit devoir vous voir immédiatement. Ils sont dans le hall. Donc, ils avaient conduit jusqu'à Boston. 5 heures de trafic et de panique juste pour me confronter en personne. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet dans la fenêtre, ajusté mon blazer. Envoyez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit. J'y serai dans 5 minutes. C'était ça. La conversation que j'avais imaginée 1000 fois. La confrontation pour laquelle je m'étais préparé sans savoir quand elle viendrait. J'ai pensé à grand-mère Margaret, à sa lettre, à sa foi en moi. Ne sois pas cruel, avait-elle dit. Juste honnête. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe, et j'ai marché vers la salle de conférence. Il était temps d'être honnête. La salle de conférence B avait des murs en verre. Je l'avais choisi délibérément. Mes 15 employés pouvaient voir à l'intérieur,
bien qu'ils ne puissent pas entendre. Des témoins, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour s'assurer que la réunion reste civile. Richard, Linda et Marcus se tenaient regroupés près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Boston. Ils ne s'étaient jamais attendus à voir cela depuis cette perspective, depuis mon domaine, mon territoire. Mon père s'est tourné quand je suis entré. Son visage était gris, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Heather. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, papa. Linda. Marcus. J'ai pris un siège en bout de table de conférence. Calme, professionnel. Je suppose que vous avez reçu ma lettre. Ta lettre? Marcus s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas. Assieds-toi, Marcus. Ma voix était calme mais ferme. Je ne discuterai de rien avec toi, hurlant à travers la pièce. Il a regardé mon père, incertain. Richard a hoché la tête sèchement. Ils se sont assis. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Richard s'est penché en avant. C'est tout un malentendu. Quelle partie? Meridian Consulting. Tu ne peux pas possiblement. Une entreprise comme ça. Tu n'as pas. Je l'ai fait. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Enregistrement de l'entreprise, déclaration fiscale, liste des clients. Il y a 3 ans, ton entreprise a signé un contrat avec la mienne. Tu as fait l'éloge de mon travail lors d'événements de l'industrie. Tu nous as qualifiés de transformateurs. Tu ne savais juste pas que tu faisais mon éloge. Le visage de Linda était devenu pâle. Mais tu n'as pas de diplôme. Tu étais juste une. Une quoi, Linda? Une déception? Un échec? J'ai secoué la tête. J'étais une jeune fille de 20 ans à qui on a dit de sacrifier son avenir. J'ai construit quelque chose quand même. Silence. Mon père fixait les documents comme s'ils pouvaient s'enflammer s'il regardait assez fort. D'accord. La voix de Richard était tendue, le masque de calme d'entreprise se fissurant. Je m'excuse. Je m'excuse pour la fête. C'est ce que tu veux entendre? Je suis désolé. Maintenant, pouvons-nous parler du contrat? Tu es désolé parce que tu as besoin de quelque chose de ma part. Ce ne sont pas des excuses. Pour l'amour de Dieu, Heather. Marcus a claqué sa paume sur la table. Sais-tu ce qui arrive si tu retires ce contrat? 20% de notre main-d'œuvre partit à cause de ta petite vengeance. Ce n'est pas une vengeance. C'est une décision d'affaires. Il était debout maintenant, les veines de son cou visibles. Tu planifies ça depuis des années, attendant de nous détruire. C'est malade. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé ma voix égale. J'ai construit une entreprise. Votre entreprise a choisi de devenir dépendante de la mienne. Ce n'est pas ma faute. Tu aurais pu nous le dire, a interjeté Linda, sa voix aiguë et tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Quand? Quand vous m'avez dit que je n'avais pas besoin d'éducation parce que je trouverais un mari? Quand vous avez répandu des rumeurs disant que j'avais des problèmes de santé mentale? Comme elle n'avait pas de réponse, je me suis tourné vers mon père. Tu veux savoir le pire, papa? J'aurais maintenu le contrat. Je ne prévoyais rien de tout ça. Mais ensuite, tu t'es tenu devant 200 personnes et tu leur as dit que je ne valais rien, que je n'avais pas d'avenir. J'ai fait une pause. Tu as choisi ça, pas moi. La mâchoire de Richard a travaillé. Pendant un moment, juste un moment, j'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Puis c'est parti. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé platement. Rien que tu puisses me donner. Il doit y avoir quelque chose. Tu n'écoutes pas. Je ne veux rien de toi. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste que tu saches la vérité. Très bien. La voix de Richard est devenue froide. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par l'acier que j'avais connu toute ma vie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, tu t'éloignes de cette famille. Tu as fini. Pas d'héritage, rien. J'ai presque ri. Papa, tu m'as coupé les vivres à 20 ans.
Quel héritage? Je pourrais te rendre les choses très difficiles. J'ai des relations, des avocats. Sur quel motif? Je me suis penché en avant. Chaque document est légal. Chaque contrat a été signé de bonne foi. Il n'y a rien ici pour lequel tu puisses me poursuivre, et nous le savons tous les deux. Il m'a foudroyé du regard. N'en sois pas si sûr. En fait, je suis sûr, parce que mon avocate, qui était aussi l'avocate de grand-mère Margaret, a déjà passé en revue chaque angle possible. J'ai laissé ça pénétrer. Tu te souviens d'Eleanor Smith? Margaret l'a utilisé spécifiquement parce qu'elle savait que tu tenterais quelque chose comme ça un jour. Linda a halté. Margaret savait pour tout ça? Elle m'a laissé un fonds fiduciaire, 800 000 $, structuré spécifiquement pour que vous ne puissiez pas y toucher. J'ai sorti une photocopie du document de fiducie. Elle savait exactement quel genre de famille elle avait élevé. C'est pourquoi elle m'en a protégé. Le visage de Richard est passé du rouge au blanc. Elle n'avait aucun droit. Elle avait tous les droits. C'était son argent. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Heather, nous n'avons pas fini. J'ai dit tout ce que je suis venu dire. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Une dernière chose. Si vous me contactez à nouveau, appel, SMS, venir à mon bureau. Je publierai chaque email, chaque document, chaque trace de la façon dont cette famille m'a traité. Tout est légal. Tout est sauvegardé. Et tout cela ferait une histoire très intéressante pour la presse économique. J'ai ouvert la porte. La réceptionniste vous raccompagnera. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les regardant se rassembler. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite, semblant maintenant très petites elles-mêmes. Mon père s'est levé lentement, comme un vieil homme soudainement conscient de son âge. Linda serrait son sac à main comme un bouclier. Marcus me fixait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Plus du mépris, mais de la peur. Ce n'est pas fini, a dit Marcus. Si, ça l'est. Je le pensais. Chaque mot. J'ai passé 12 ans à construire une vie que vous avez essayé de me convaincre que je ne pourrais pas avoir. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, sans votre permission, et je continuerai à le faire sans aucun de vous dans ma vie. La lèvre inférieure de Linda a tremblé. La performance de l'inquiétude maternelle. Heather, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous partageons du sang, Linda. C'est tout ce que nous partageons. J'ai tenu la porte ouverte plus grand. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas de réconciliation. Je pose une limite. Ne me contactez plus jamais. Ne me mentionnez pas à vos amis, vos collègues, personne. Laissez-moi juste partir. Richard s'est arrêté devant moi. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Père et fille, des étrangers qui se trouvent partager un nom de famille. Tu nous détestes vraiment à ce point, a-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Non, papa. Je ne vous déteste pas. C'est ce que tu ne comprends pas. J'ai croisé son regard fermement. Je n'ai juste plus besoin de vous. Et c'est quelque chose avec lequel vous devrez apprendre à vivre. Il n'a eu aucune réponse à cela. Ils sont sortis par le hall, passant devant mes employés qui faisaient soigneusement semblant de ne pas regarder. Les portes en verre se sont fermées derrière eux. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis remis au travail. D'accord, laissez-moi faire une pause ici encore une fois. Si vous regardez toujours, tout d'abord, merci. Ce n'est pas facile à raconter, et savoir que vous écoutez signifie plus que vous ne le savez. Si vous pensez que c'est là que l'histoire se termine, ce n'est pas le cas. Les retombées de cette réunion se sont propagées plus loin que je ne l'avais prévu. Quand j'ai envoyé cette lettre de résiliation, je pensais que je posais juste une limite, protégeant ma paix, m'éloignant des gens qui m'avaient blessé. Je n'avais pas anticipé ce qui arriverait à Ivan Logistique, ou à la réputation de mon père, ou aux secrets de famille qui commenceraient à se déverser une fois que les gens commenceraient à parler. Voici ma demande. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait penser à votre propre famille, à vos propres limites, à votre propre valeur, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le savez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Activez les notifications, parce que la fin de cette histoire, c'est compliqué. C'est désordonné. Et cela m'a appris quelque chose sur la vengeance que je n'attendais pas. Aussi, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire pour me dire, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille? Est-ce que cela ressemblait à de la liberté ou à du deuil? Ou peut-être les deux. J'ai lu chaque commentaire sur mes histoires précédentes, et ils m'ont aidé à me sentir moins seul là-dedans. Alors, s'il vous plaît, partagez vos pensées. Maintenant, retour à l'histoire. Une semaine après cette confrontation dans mon bureau, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, quelqu'un qui avait des informations qui ont changé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Et sur pourquoi il m'avait vraiment traité de cette façon. Laissez-moi vous parler de cet appel. L'appelant était mon oncle Robert, le frère cadet de mon père. Robert avait toujours été le mouton noir de la famille Ivan, un artiste, un rêveur, celui qui ne s'était pas lancé dans les affaires. Je ne l'avais pas vu depuis les funérailles de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Heather. Sa voix était plus âgée, plus rauque. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête, au bureau de Richard. Les nouvelles voyagent vite. Petite communauté. Il a fait une pause. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop lâche. Je me suis assise lentement. J'écoute. Quand ton père a dit que la famille ne pouvait pas se permettre à la fois tes frais de scolarité et ceux de Marcus, c'était un mensonge. Je sais. J'ai deviné ça. Non, tu ne comprends pas. Ce n'était pas juste qu'il y avait de l'argent disponible. Il y avait un fonds spécifique. Ta mère l'a mis en place avant de mourir pour ton éducation. Assez pour couvrir 4 années complètes dans n'importe quelle école du pays. Mon cœur s'est arrêté. Richard l'a vidé. Il l'a utilisé pour le MBA de Marcus, puis t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La voix de Robert s'est brisée. Ta mère voulait que tu aies des choix, Heather. Richard les a volés. La pièce a tangué. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais peur de Richard. Nous avions tous peur. Robert a expiré. Margaret, ta grand-mère. Elle l'a découvert. C'est pour ça qu'elle a mis en place le trust pour toi. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de ta mère, mais elle pouvait s'assurer que Richard ne prenne rien d'autre. J'ai pensé à la lettre de grand-mère Margaret. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle savait tout depuis le début. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. Il n'avait pas fini. 2 mois après avoir résilié le contrat Méridian, les conséquences sont devenues publiques. Je n'essayais pas de surveiller ce qui arrivait à Ivan Logistique. Honnêtement, j'essayais de passer à autre chose. Mais dans la communauté des affaires du Connecticut, les nouvelles voyagent vite, surtout les mauvaises nouvelles. L'entreprise a annoncé une réduction de 20% des effectifs. 70 employés licenciés juste avant les vacances. Le communiqué de presse blâmait les conditions du marché et la restructuration stratégique, mais tout le monde connaissait la vraie histoire. Leur plus grand partenaire de conseil était parti, et ils ne pouvaient pas s'en remettre. Marcus, à peine 3 mois dans son rôle de PDG, était déjà interrogé par le conseil d'administration. Sa vision pour l'avenir s'effondrait sous le poids des ponts brûlés par son père. Richard est sorti de sa retraite pour aider à gérer la crise. La sortie triomphale qu'il avait prévue, l'héritage qu'il avait construit, tout s'effilochait. Mais les vrais dégâts concernaient leur réputation. Le mot s'est répandu. Pas par moi. J'ai gardé ma bouche fermée. Mais 200 personnes avaient vu mon père humilier sa fille à cette fête. Et quand ces mêmes personnes ont entendu que la fille était en fait le partenaire commercial le plus important de son entreprise, les chuchotements ont commencé. Tu as entendu parler de Richard Ivan? Il s'est moqué de sa propre fille. Il s'avère qu'elle maintenait son entreprise à flot. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette famille. Dans les cercles d'affaires du Connecticut, la réputation est tout. Et celle de Richard s'effondrait. Un ancien collègue m'a dit que lors d'un récent dîner de l'industrie, Richard était assis seul.
Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait publiquement renié la fille qui avait secrètement été sa colonne vertébrale. Je ne me suis pas sentie triomphante en entendant cela. Je ne me suis pas sentie satisfaite. Je me sentais juste fatiguée. Grand-mère Margaret avait eu raison. Parfois, la vérité est une punition suffisante. Je n'ai rien eu à faire d'autre. La vérité a tout fait toute seule. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le cabinet d'une thérapeute à Béconville. Pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'étais enfin prête à me reconstruire. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui a besoin de thérapie, a dit le docteur Patel lors de notre première séance. Tout le monde a besoin de thérapie, ai-je répondu. Je m'autorise enfin à l'admettre. Nous avons parlé de ma famille, des années d'invisibilité, du fardeau de construire le succès en silence, de l'étrange chagrin de couper les liens avec des gens qui étaient censés m'aimer. Regrettez-vous ce que vous avez fait, a-t-elle demandé. Non. Et je le pensais. Je regrette que cela ait dû arriver, mais je ne regrette pas de m'être protégé. Dehors, ma vie était belle. Mieux que belle. Méridian prospérait. Nous avions remplacé le contrat Yvan par 3 clients plus petits, plus diversifiés, plus stables. Daniel a eu une promotion. J'ai embauché 4 nouveaux employés. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand avec vue sur le port. J'ai renoué avec oncle Robert. Nous dînions ensemble une fois par mois. Il me racontait des histoires sur ma mère, les vraies, pas les versions aseptisées que mon père m'avait servies. Elle avait été féroce, apparemment, têtue, une battante. Tu es juste comme elle, a dit Robert. Elle serait si fière de toi. Je gardais toujours la photo de grand-mère Margaret sur mon bureau. Je visitais sa tombe chaque mois, laissais des fleurs, lui parlais de ma vie. C'était étrange de parler à une pierre tombale, mais aussi guérisseur. Je l'ai fait, grand-mère, lui ai-je dit un matin de printemps. Je ne les ai pas laissés me définir. Le vent bruissait dans les arbres du cimetière. Si j'écoutais attentivement, je pouvais presque entendre sa voix. Je savais que tu le ferais, ma chérie. Je l'ai toujours su. Alors, voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale de cette histoire, votre valeur n'est pas déterminée par un diplôme. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille. Elle n'est pas déterminée par qui croit en vous ou qui essaie de vous démolir. Votre valeur est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde, par qui vous devenez quand tout le monde vous considère hors course, par la vie que vous créez de vos 2 mains. Mon père pensait qu'il m'apprenait une leçon à cette fête de retraite. Il pensait qu'il me remettait à ma place. Ce qu'il a fait en réalité, c'est me libérer. Je ne déteste pas ma famille. C'est la partie que les gens ont du mal à comprendre. La haine prend de l'énergie. La haine est une chaîne. Je préfère dépenser cette énergie pour des gens qui le méritent. Pour un travail en lequel je crois, pour des relations qui me nourrissent. Pour une vie qui est vraiment la mienne. Les limites ne sont pas une question de vengeance. Elles sont une question de protection. Elles consistent à dire, c'est ici que ma vie commence et que vos dégâts s'arrêtent. Si vous êtes dans une famille qui vous fait sentir petit. Si vous avez des gens dans votre vie qui voient votre potentiel comme une menace au lieu d'un cadeau. Si vous avez déjà été la déception de la famille, le bouc émissaire, l'invisible. Je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets qu'il y a une vie de l'autre côté du départ. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là. Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification, vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci, et rappelez-vous, vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes tellement plus. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Heather, et je suis enfin libre.